Une petite fille sans abri trouve la carte illimitée d'un homme d'affaires. Elle la lui rend. Mais ce qu'elle a demandé en retour a laissé l'homme sans voix. Lyon n'était pas seulement une ville de lumière et de gastronomie, mais aussi de contrastes cruels. Tandis que des couples se promenaient main dans la main le long de la Saône et que les vitrines scintillantes de la presqu'île attiraient les regards avides des passants, une enfant de 9 ans marchait entre les ombres, presque invisible. Elle s'appelait Élodie. De longs cheveux châtains, souvent emmêlés, encadraient un visage pâle mais vif. Ses yeux, d'un vert presque luminescent, semblaient capturer des vérités que adultes avaient oubliées. Elle vivait avec sa mère, Camille, dans une ruelle humide non loin de la station de métro Guillotière. Pas vraiment un foyer, plutôt un recoin dissimulé derrière un bâtiment abandonné, où elles avaient réussi à dresser une bâche entre deux murs pour se protéger du froid. Camille toussait beaucoup ces derniers temps, une toux sèche, profonde, qui inquiétait Élodie, bien qu'elle ne le montrât jamais. Sa mère lui avait appris à rester forte, à ne jamais quémander, même quand le ventre criait famine. Tous les matins, Élodie parcourait les rues de la ville, à la recherche de bouteilles à recycler ou de restes abandonnés derrière les boulangeries. Mais parfois, la journée était trop froide, trop humide, ou tout simplement injuste. Les passants détournaient les yeux, pressant le pas. Elle était un fantôme parmi les vivants, une présence discrète que la société choisissait de ne pas voir. Ce jour-là, il pleuvait. Une de ces pluies fines et persistantes qui trempent les os sans prévenir. Élodie, les pieds trempés dans ses baskets trouées, cherchait un abri temporaire. Elle trouva refuge sous le store d'un café luxueux à l'angle de la rue Édouard Herriot. Le genre d'endroit où le cappuccino coûtait plus cher que ce qu'elle gagnait en une semaine de collecte. Des rires étouffés et des voix feutrées s'échappèrent de l'intérieur. Elle regardait sans vraiment regarder, perdue dans ses pensées. C'est là que son regard fut attiré par quelque chose au sol, tout près de la bordure du trottoir. Un objet noir, brillant, détrempé par la pluie. Elle s'en approcha et le ramassa. C'était une carte, mais pas n'importe quelle carte. Une carte bancaire, noire, avec des lettres dorées, infinite, lisait-on. Elle avait déjà vu ce type de carte dans une publicité collée sur la vitrine d'une agence bancaire. « Pour ceux qui ont tout », disait le slogan. Et elle n'avait rien. Son cœur battait fort. Elle savait que ce genre de carte appartenait à des gens très riches. Elle regarda autour d'elle, s'attendant à voir quelqu'un revenir sur ses pas à sa recherche. Mais non. Les passants continuaient leur balai, indifférents, les parapluies formant une marée colorée autour d'elle. Elle glissa la carte dans sa poche, le cœur en vrac. Pendant plusieurs minutes, elle resta là sans bouger, tremblante. Des pensées contradictoires se bousculaient dans sa tête. Elle aurait pu entrer dans une boutique et acheter de quoi manger, ou offrir à sa mère ce médicament qui coûtait si cher. Mais quelque chose en elle résistait. Camille lui avait toujours dit « On n'est pas riche, mais on est digne ». Ce mot résonnait fort, même s'il était difficile à vivre. Elle s'éloigna lentement du café, tenant fermement la carte dans sa poche, comme si elle portait un secret trop grand pour elle. La pluie tombait toujours, mais elle ne la sentait plus. Ses pas l'amenèrent jusqu'à la petite tente de fortune où sa mère reposait, les yeux fermés, les traits tirés. Élodie s'agenouilla près d'elle, glissant doucement la main dans la sienne. Elle ne dit rien, mais Camille ouvrit les yeux, esquissant un sourire fatigué. « Tu as mangé ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Élodie secoua la tête. Elle hésita un instant, puis sortit la carte de sa poche et la montra à sa mère. Camille plissa les yeux. « Où as-tu trouvé ça ?»« Par terre, devant un café. C'est une carte pour les gens très riches. Je crois que je devrais la rendre. » Camille toussa puis hocha la tête avec lenteur. « Tu fais ce qui te semble juste, mon trésor. Ce genre de geste peut changer des choses. » Cette nuit-là, Élodie dormit peu. Elle tenait la carte serrée contre elle, se demandant à quoi pouvait ressembler la vie de la personne à qui elle appartenait. Était-ce un homme d'affaires? Une femme importante? Quelqu'un de gentil ou arrogant? Elle n'en savait rien. Mais une certitude grandissait en elle. Elle allait trouver le propriétaire de cette carte et le lui rendre en main propre. Ce n'était pas pour l'argent. Ce n'était même pas pour un merci. C'était parce qu'elle voulait croire que le monde pouvait encore voir les invisibles et que parfois, une petite fille perdue dans Lyon pouvait faire une grande différence. Le matin suivant, le ciel de Lyon restait gris, comme si la ville elle-même n'avait pas encore décidé de se réveiller. Élodie, pourtant, était déjà debout. Le sommeil avait été léger, entrecoupé de rêves confus où la carte noire brillait comme une étoile.
Elle ne savait toujours pas quoi en faire exactement, mais son instinct lui disait que ce n'était pas un objet comme les autres. Elle la sortit de sa cachette, une petite boîte en métal où elle rangeait ses quelques trésors, et l'examina. À nouveau, le nom gravé dessus était lisible maintenant que la carte avait séché. Julien Moreau. Elle le prononça à voix basse, comme s'il s'agissait d'une incantation. Ce nom ne lui disait rien. Pas un chanteur, pas un joueur de foot, pas un politicien qu'elle aurait pu entendre aux infos. Pourtant, il y avait quelque chose dans ce nom, une importance, une aura. Elle observa les chiffres, les logos, le design. Tout respirait la richesse. Et plus elle regardait, plus une question prenait racine dans son esprit. Qui était Julien Moreau et comment retrouver quelqu'un comme lui? Lyon était vaste et les gens riches ne laissaient pas facilement de traces. Mais Élodie, avec toute l'ingéniosité d'une enfant des rues, savait que la solution se trouvait toujours quelque part. Elle retourna au café où elle avait trouvé la carte. Il était encore fermé, les chaises empilées à l'intérieur. Mais elle s'installa sur le banc d'en face, guettant l'arrivée du personnel. 1 heure plus tard, un jeune homme apparut, portant un tablier noir et une casquette. Il déverrouilla la porte vitrée et entra. Élodie attendit encore quelques minutes avant de traverser la rue. « Bonjour », lança-t-elle timidement en entrant dans l'établissement. Le jeune homme se retourna, surpris de voir une enfant seule et trempée jusqu'aux os dans un lieu aussi chic. « Salut, tu veux quelque chose? Tu t'es perdu ?» Elle secoua la tête. « J'ai trouvé une carte juste là hier. C'est peut-être à quelqu'un qui vient souvent ici ?» Elle sortit prudemment la carte de sa poche et la lui montra. Il la prit entre ses mains, écarquillant les yeux. « Julien Moreau, » répéta-t-il, presque choqué. « Tu sais à qui appartient cette carte ?» Élodie fit non de la tête. Le serveur la regarda bouche bée. C'est un des hommes les plus riches de France, PDG d'une énorme boîte de technologie. Il passe parfois ici pour des rendez-vous. Très discret, mais tout le monde le reconnaît. Cette carte, c'est un bijou. Élodie ne savait pas trop quoi répondre. Elle comprenait maintenant l'importance de ce qu'elle tenait, mais au lieu de la terrifier, cela renforça son idée. « Tu sais où je peux le trouver ?» demanda-t-elle avec aplomb. Le serveur la regarda longuement puis haussa les épaules. « J'ai entendu dire qu'il a son bureau dans une grande tour au nord de la ville, dans le quartier de la Part-Dieu, mais il ne laisse entrer personne, surtout pas des enfants. » Elle sourit. C'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir. « Merci », dit-elle en reprenant la carte. « Je vais essayer. » Il tenta de l'arrêter. « Attends, tu ne peux pas y aller comme ça. Il y a sûrement un numéro à appeler. » Mais elle était déjà dehors, courant sous la pluie fine, la carte bien rangée dans sa poche. Elle avait un nom, elle avait un lieu, et surtout elle avait une mission. Pendant le trajet vers la Part-Dieu, elle se demandait à quoi pouvait ressembler un homme comme Julien Moreau. Était-il vieux, aimable, dangereux? Vivait-il entouré de gardes du corps? Élodie n'avait jamais connu ce monde. Elle ne l'avait vu que dans les vitrines, les pubs, les rêves. Mais cela ne l'intimidait pas. Ce qui lui importait, ce n'était pas l'homme. C'était ce que cet instant pouvait provoquer. Elle savait que donner cette carte pouvait changer quelque chose. Pas pour elle, mais peut-être pour sa mère. Camille disait souvent que les puissants ne veulent pas entendre les pauvres, que leurs voix se perdent avant d'atteindre le sommet. Mais si elle se présentait avec cette carte, peut-être, juste peut-être, qu'on l'écouterait. Arrivée, devant la tour, elle leva les yeux. Le bâtiment s'élevait vers le ciel comme une promesse inaccessible. Les portes étaient grandes, automatiques, gardées par 2 hommes en costume sombre. Elle prit une grande inspiration, ajusta son sac sur l'épaule et s'approcha. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à l'intérieur. Mais elle savait que ce moment marquerait un avant et un après, parce qu'elle n'était plus seulement une fille invisible. Elle était celle qui avait trouvé une clé, et elle comptait bien l'utiliser. La pluie avait cessé, mais le sol brillait encore de l'humidité matinale. Élodie se tenait face à la tour Moreau, une structure de verre et d'acier qui dominait le quartier d'affaires de la Part-Dieu. Le nom de l'entreprise scintillait en lettres capitales au-dessus de l'entrée. Moreau Tech. Elle inspira profondément, puis s'approcha. À l'intérieur, tout semblait silencieux et ordonné. Le hall était vaste, habillé de marbre et de métal, et sentait le parfum onéreux. 2 agents de sécurité encadraient les portiques d'accès, regardant distraitement les allées et venues. Lorsqu'Élodie entra, ils se redressèrent immédiatement.
Une petite fille en vêtements humides et sac usé n'était clairement pas une visiteuse habituelle. « Tu es perdue, mademoiselle ?» demanda le plus âgé en avançant vers elle. « Je veux parler à Julien Moreau. J'ai quelque chose qui lui appartient. » Elle parlait sans trembler. Son regard déterminé contrastait avec sa silhouette frêle. Le garde haussa un sourcil peu convaincu. « Monsieur Moreau ne reçoit pas de visite, surtout pas sans rendez-vous, et sûrement pas d'enfant. » Élodie fouilla dans son sac et sortit la carte noire qu'elle tendit vers lui. « C'est à lui. Je l'ai trouvé. Je veux lui rendre en personne. » L'homme prit la carte du bout des doigts, son expression changeant en une seconde. Il la montra à son collègue qui plissa les yeux. « C'est bien sa carte personnelle, » souffla-t-il. « Elle a raison. » Mais le premier secoua la tête. « Même comme ça, je doute qu'il descende pour ça. Je vais la remettre à sa secrétaire. »« Non !» répliqua Élodie, le ton ferme. « Je la rends à lui, en main propre. » Les gardes échangèrent un regard. L'un d'eux haussa les épaules et saisit son téléphone. Il murmura quelques mots dans l'appareil, visiblement à une assistante. Quelques minutes passèrent. Élodie restait plantée là, les pieds sur le carrelage brillant, l'eau de ses chaussures formant de petites flaques. Les employés la contournaient sans oser croiser son regard. Puis, contre toute attente, un signal vint dans l'oreillette du garde. Il pencha la tête, écouta, et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Il a dit qu'il descendait. L'autre garde laissa échapper un petit rire incrédule. « Julien Moreau va descendre pour une gamine trempée ? Apparemment, il est curieux. » Quelques instants plus tard, un ascenseur s'ouvrit. Un homme en costume gris, sans cravate, en sortit. Il était plus jeune qu'Élodie ne l'aurait imaginé. 35, peut-être 40 ans. Des cheveux châtains courts, un visage fermé, mais une prestance qui imposait le respect. Il s'arrêta devant elle. « C'est toi qui as trouvé ça ?» demanda-t-il en désignant la carte que le garde lui tendait. Élodie hocha la tête. « Je voulais vous la rendre moi-même. » Il la détailla longuement. Pas de peur dans ses yeux, juste une sorte d'attente silencieuse. Il prit la carte, la rangea lentement dans sa veste, puis la fixa de nouveau. « Tu sais ce que c'est, cette carte ?»« Une carte pour les riches. Vous êtes très important, non ?» Julien haussa un sourcil amusé malgré lui. « On dit ça, oui. Et toi, qu'est-ce que tu veux en échange? Argent? Nourriture? Des vêtements ?» Il s'attendait à ce qu'elle accepte immédiatement, à ce que ses yeux brillent à l'idée d'un repas chaud ou de quelques billets, mais la réponse le laissa sans voix. « Rien de tout ça, je veux que vous écoutiez ma mère. 5 minutes. » Julien cligna des yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à ça. Il resta silencieux quelques secondes, puis reprit un peu plus méfiant. « Ta mère? Pourquoi moi? » « Parce que personne ne l'écoute. Elle a des choses importantes à dire. Et vous avez le pouvoir d'écouter. » Le silence s'installa de nouveau. Dans le hall, tout semblait s'être figé. Les gardes observèrent la scène. Les employés ralentissaient à peine leurs pas. Julien, lui, regardait cette fille comme s'il découvrait une faille dans un système qu'il croyait parfait. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il enfin. « Élodie. Et ta mère ?»« Camille. » Julien passa une main sur son visage. Il n'avait pas de temps pour ce genre d'histoire, mais il ne pouvait pas ignorer cette demande. Elle ne ressemblait pas à une arnaque. Elle n'avait rien volé. Elle avait choisi de lui rendre une carte qui aurait pu lui permettre tout, et elle n'en avait tiré qu'un seul vœu, qu'il écoute une voix oubliée. Il soupira. « Très bien, Élodie, je t'écoute. Où est ta mère ?» Le lendemain matin, la lumière peinait à traverser les nuages bas de Lyon. Un vent froid balayait les trottoirs, soulevant des papiers humides et fouettant les visages des passants. Élodie avançait à pas rapides, serrant les sangles de son sac élimé contre son dos. À l'intérieur, bien protégée dans une petite pochette, se trouvait toujours la carte noire. Même si Julien l'avait déjà récupérée la veille, elle avait emporté une copie qu'elle avait dessinée de mémoire, comme une sorte de totem. Ce matin, elle n'allait pas seulement rendre quelque chose. Elle allait ouvrir une porte que personne n'avait jamais tenté de forcer. Elle était revenue seule. Julien avait dit qu'il viendrait écouter Camille, mais Élodie n'avait pas attendu. Elle voulait aller plus loin, plus haut. Elle voulait qu'on les entende au-delà, d'une simple promesse. Alors elle s'était fixé un objectif, atteindre de nouveau le sommet de la tour Moreau, cette fois pour demander à parler à quelqu'un d'autre. À un associé, à un responsable, à ceux qui décidaient. Devant les grandes vitres de l'entrée,
Les deux gardes de la veille la reconnurent immédiatement. L'un d'eux soupira déjà las. « Encore toi ?» « Écoute, petite, hier c'était une exception. Tu ne peux pas juste venir ici et... Je dois parler à quelqu'un d'autre. À ceux qui prennent des décisions avec Julien Moreau. C'est important. » L'homme croisa les bras, l'air incrédule. « Tu crois vraiment que tu vas entrer comme ça? On t'a déjà dit que c'est pas un centre social ici. » Élodie resta droite. « Je ne pars pas tant que quelqu'un ne m'écoute. » Le second agent s'approcha. « T'as pas une école, une maison. Tu sais que c'est pas un endroit pour les enfants des rues, hein ?» Elle garda le silence. Chaque mot, à ce moment-là, pouvait jouer contre elle. Mais elle s'assit simplement, sur le rebord du muret qui bordait l'entrée, tirant son manteau sur ses genoux et calant son sac contre elle. Il pleuvait à peine, une bruine fine qui rendait l'attente plus cruelle. Mais elle ne bougeait pas. Les minutes passèrent. 1 heure, puis 2. Les employés entraient et sortaient. Certains lui jetaient des regards de pitié. D'autres faisaient comme si elle n'existait pas. Mais personne ne s'arrêtait. À l'intérieur, les gardes l'observaient à travers les vitres, visiblement déroutés par son obstination. À midi, un jeune homme en costume, les cheveux attachés en queue de cheval, s'approcha d'elle. « Tu fais quoi ici? T'attends quelqu'un » Elle leva les yeux. « Julien Moreau. Ou quelqu'un comme lui. » L'homme esquissa un sourire. « Bonne chance, alors. » Mais contrairement aux autres, il resta. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une barre de céréales qu'il lui tendit. « Tiens, c'est pas un déjeuner, mais c'est toujours ça. »« Merci, » répondit-elle doucement. « Tu sais que tu pourrais attendre toute la journée sans rien obtenir, hein ? Peut-être, mais je suis déjà invisible partout ailleurs. Ici, au moins, ils doivent me voir. » Il la regarda quelques secondes, comme s'il redécouvrait quelque chose. Puis il fit un pas vers la porte, jeta un œil à l'intérieur et revint. « Tu t'appelles comment ?» Élodie. « Moi, c'est Thomas... » « Attends, ici. » Elle le vit entrer, parler à l'un des gardes, puis disparaître derrière les portiques. Le temps passa encore. 15 minutes, peut-être plus. Puis, contre toute attente, un mouvement dans le hall attira l'attention des agents de sécurité. L'un d'eux parla dans sa radio. Et quelques instants plus tard, les portes vitrées s'ouvrirent à nouveau. Julien Moreau sortit, sans cravate mais en veste sombre, les sourcils légèrement froncés. Il s'approcha d'Élodie qui se leva aussitôt. « On m'a dit que tu étais de retour, assise là depuis ce matin ?» Elle acquiesça. « Je vous ai demandé de parler à ma mère. Vous avez dit oui. Mais je sais que parfois, les promesses s'oublient, alors je suis venu rappeler. » Julien la regarda visiblement troublé. Autour d'eux, quelques curieux s'arrêtaient, intrigués par la scène peu ordinaire. Il fit signe à Thomas qui venait de sortir derrière lui. « Prépare une salle de réunion et fais venir de quoi manger. Elle ne repart pas avant qu'elle parlé. » Élodie sentit son cœur bondir. Elle n'avait gagné qu'un moment. Mais dans sa vie, un moment pouvait valoir une éternité. Julien Moreau ne savait pas exactement ce qui le poussait à agir ainsi. Il n'était pas homme à prendre des décisions impulsives, surtout en pleine journée de travail. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de cette fille. Pas de peur, pas de flatterie, ni même de demande déguisée. Une exigence silencieuse, presque solennelle, comme si sa seule présence l'obligeait à sortir de son cadre. Élodie marchait à côté de lui dans les couloirs de Moreau Tech. Les dalles de marbre réfléchissaient les lumières froides, et les murs de verre laissaient entrevoir des bureaux modernes, ordonnés, peuplés de gens pressés. Elle ne disait rien, observant tout avec une attention aiguë. Chaque détail, chaque regard, chaque silence. Thomas, le jeune collaborateur, les conduisit dans une salle de réunion au 8e étage. La pièce, sobre et élégante, offrait une vue panoramique sur la ville. Au centre, une grande table en bois clair. Sur le côté, une carafe d'eau, 2 verres et un plateau avec des viennoiseries. « Assieds-toi » dit Julien en tirant une chaise pour elle. Elle obéit, posant son sac à ses pieds, sans jamais le quitter des yeux. Julien s'assit en face, croisant les mains sur la table. « Tu as dit que tu voulais que je parle à ta mère. Pourquoi ?» Élodie inspira profondément. Elle avait répété cette phrase dans sa tête toute la nuit. Parce qu'elle a une idée. Quelque chose qui peut aider des familles comme la nôtre. Quelque chose qu'on ne veut jamais entendre. Julien fronça légèrement les sourcils. Aider comment? C'est un peu vague. Elle a créé un projet il y a longtemps. Des ateliers pour les gens à la rue. Pour qu'ils retrouvent un métier, une dignité, une place.
Mais personne ne l'a jamais écoutée. Elle a écrit, demandé de l'aide, cherché des appuis. On l'a ignorée, comme toujours. Julien pencha la tête. « Et tu penses que si je l'écoute, tout va changer ?» Non. Mais au moins, pour une fois, quelqu'un l'aura entendu. Quelqu'un qui peut faire quelque chose. Un silence s'installa. Julien l'observait comme pour déceler une faille, une hésitation. Mais Élodie restait droite, les yeux ancrés dans les siens. Il finit par se lever. « Très bien, allons la voir. » Il ne savait pas exactement ce qu'il faisait. Il avait des réunions prévues, des appels à passer, un agenda serré comme toujours. Mais quelque chose au fond le poussait à suivre cet enfant jusqu'à l'autre bout de la ville. Elle avait réveillé une curiosité qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Ils descendirent ensemble. Un chauffeur fut appelé. La voiture noire les emmena jusqu'au quartier populaire où vivait Élodie. Le contraste entre les deux mondes était brutal. Des immeubles délabrés, des murs tagués, des rues pleines de vie et de misère. Julien regardait par la vitre, troublé. Élodie le guida jusqu'à un terrain vague derrière un ancien centre social. Là, sous une bâche tendue entre deux murs, se trouvait Camille. Assise sur une couverture, elle lisait un vieux livre à demi déchiré. En entendant les pas, elle releva la tête. Son regard se figea. Elle connaissait cet homme. Même sans jamais l'avoir rencontré. Il représentait tout ce qu'elle avait combattu, espéré, puis désespéré. Et maintenant, il était là. « Maman, voici Julien Moreau, » dit Élodie simplement. Julien s'approcha, tendant la main. « Madame, Camille, c'est bien ça ?» Elle le regarda longuement, avant de lui serrer la main. « C'est bien moi. Et vous êtes celui que ma fille a décidé de réveiller. » Il esquissa un sourire gêné. « On peut dire ça. » Elle a insisté pour que je vous parle. « Alors si vous êtes venu jusqu'ici, asseyez-vous. » Elle désigna une caisse retournée, et Julien obéit sans protester. Élodie resta debout, entre eux, les observant comme une médiatrice silencieuse. Camille prit une inspiration lente, puis commença à parler. D'abord doucement, presque prudemment. Elle raconta comment, autrefois, elle avait travaillé dans un centre culturel. Comment, après avoir perdu son emploi, elle avait tenté de créer un réseau d'ateliers communautaires pour les sans-abri. De la cuisine, du jardinage, de la couture, du théâtre même. Un moyen de redonner un rôle à ceux qu'on effaçait. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est mieux que l'oubli. Mieux que l'assistanat pur, c'est une manière de recoller les morceaux lentement. Julien écoutait, d'abord par politesse, puis avec une attention réelle, les détails, la cohérence, la passion. Dans les mots de Camille, tout sonnait juste. Ce n'était pas un discours improvisé, c'était une vision. « Pourquoi personne ne vous a aidé ?» demanda-t-il. « J'ai essayé. J'ai écrit à votre entreprise il y a 8 ans. J'avais un contact à l'époque. J'ai laissé des dossiers, envoyé des courriers. Je n'ai jamais eu de réponse. » Julien sentit une gêne sourde monter, en lui. Il ne savait rien de cela, mais il savait aussi comment les filtres fonctionnaient, combien de projets étaient enterrés avant d'arriver aux bonnes oreilles. « Et maintenant, vous y croyez encore ? J'ai plus de force, mais j'ai ma fille, et c'est elle qui m'a ramené à vous. » Le silence revint, épais mais différent, plein de possibles. Julien se leva lentement. « J'aimerais revoir ce dossier et parler à mes équipes. Peut-être qu'on a raté quelque chose. » Julien Moreau n'était pas homme à se laisser émouvoir facilement. Depuis des années, il côtoyait les sphères hautes, celles où l'émotion était un luxe et la logique une obligation. Pourtant, en remontant dans sa voiture après la rencontre avec Camille, il restait silencieux, troublé, pas seulement par le projet, par l'intégrité, par l'intensité dans les yeux d'Élodie, et surtout par le poids discret que Camille portait, sans jamais chercher à l'imposer. Il passa la nuit à relire d'anciens mails, à fouiller dans les archives internes de Morotech. Le nom de Camille y apparaissait bien. Une correspondance datant de 8 ans, transférée, puis archivée par un ancien cadre intermédiaire sans aucune suite. Aucun accusé de réception, aucune lecture notifiée, comme si elle n'avait jamais existé. Le matin suivant, Julien entra dans son bureau sans saluer. Son assistante, surprise par son air fermé, ne dit mot. Il demanda immédiatement à ce qu'une salle de réunion soit libérée pour une session urgente. Les principaux directeurs furent convoqués. Personne
ne comprenait ce qui motivait une telle agitation. Ce n'était pas un jour de lancement, ni un jour de crise. Pourtant, l'ambiance était tendue. Quand tous furent assis, Julien entra, posa un dossier sur la table et resta debout. « J'aimerais que vous écoutiez quelqu'un, juste 5 minutes. » Un murmure parcourut la salle. Certains pensaient qu'il parlait d'un nouveau partenaire. D'autres imaginaient un investisseur inattendu. Puis les portes s'ouvrirent. Élodie entra la première, les cheveux attachés en une queue de cheval, vêtue d'un manteau trop grand pour elle. Derrière elle, Camille, droite malgré la fatigue qui l'habitait. Le silence tomba comme une chape de plomb. Les visages surpris se tournèrent vers Julien. « Voici Camille et Élodie. Vous ne les connaissez pas, mais elles ont quelque chose à dire. » Camille s'avança lentement puis s'arrêta devant la table. Aucun papier, aucun support visuel, juste sa voix. « Bonjour. Je sais que je ne suis pas à ma place ici, que je ne représente ni un marché, ni un produit, ni un intérêt immédiat. Mais je vais parler quand même, parce que ma fille a risqué plus que je ne pourrai jamais pour que vous m'entendiez. » Un des directeurs tenta de rompre le malaise. « Monsieur Moreau, est-ce vraiment… » Julien leva la main. Le silence revint. « J'ai proposé, il y a des années, un modèle d'atelier, communautaire, pour sortir les familles de la rue. Pas une solution miracle, un pont, entre l'exclusion et la réintégration. Personne ne m'a répondu. Aujourd'hui, je suis encore à la rue, mais je crois toujours à ce modèle. » Elle s'interrompit un instant, puis reprit plus doucement. « Ce n'est pas une demande de charité, c'est une proposition. Travaillons ensemble. Donnez une chance à ce projet, à ceux qu'on ne voit plus, comme moi. » Les regards restèrent fixés sur elle, certains gênés, d'autres intrigués. Le silence s'étira. Alors Élodie s'avança à son tour. Elle n'avait pas prévu de parler, mais quelque chose en elle bouillonnait. « Vous passez votre temps à parler d'innovation, de changement, de rupture. Et si la vraie rupture, c'était juste écouter ceux qu'on évite ?» Cette phrase, dite avec une force désarmante, figea la salle. Julien sentit une émotion qu'il ne connaissait pas vraiment, la honte. La honte de n'avoir jamais pensé à cette idée si simple. Il se tourna vers ses collaborateurs. « Je veux que ce projet soit analysé, sérieusement, pas pour donner bonne conscience, mais parce qu'il est juste et parce qu'on a failli. » Un autre cadre, sceptique, prit la parole. « Julien, tu sais que ça peut être perçu comme un coup médiatique, ou pire, une faiblesse. » Julien le regarda sans ciller. « Peut-être, mais si c'est le prix pour réparer une erreur, alors je suis prêt à le payer. » Il se tourna vers Camille. « Je ne peux pas promettre un miracle, mais je peux vous promettre qu'on va vous écouter, pour de vrai cette fois. » Camille hocha la tête, émue. Élodie serra la main de sa mère. Elles étaient venues avec rien sauf leur voix, et ce jour-là c'était suffisant pour faire trembler les murs. Lorsque la réunion se termina, les directeurs quittèrent la salle avec des expressions indéchiffrables. Certains restaient méfiants, d'autres pensifs. Julien, lui, resta debout, les yeux fixés sur la baie vitrée. La ville s'étendait devant lui, vaste, impersonnelle. Il entendit Élodie chuchoter quelque chose à Camille, puis des pas discrets s'approchèrent. « Est-ce que… vous avez vraiment écouté ?» demanda la voix calme de Camille. Julien se retourna lentement. Il hocha la tête. « Oui, et je veux en savoir plus, pas en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'homme, tout court. » Il les invita à rester. Une petite salle fut aménagée au dernier étage, plus intime. Des fauteuils, confortables, une lumière douce, du thé chaud. Julien tenait à créer un espace de parole sans protocole. Il voulait entendre Camille, sans filtre. Elle s'assit face à lui, Élodie à ses côtés. La fatigue de la rue pesait sur ses épaules, mais sa voix gardait une clarté impressionnante. « Vous savez ce que c'est, vivre dans l'oubli. Pas juste être pauvre, être effacé, comme si vous n'aviez jamais été là. Les gens ne vous regardent plus. Les institutions vous évitent. Vous devenez un fantôme. » Julien l'écoutait sans l'interrompre. « J'ai été assistante sociale, j'ai aidé des familles, jusqu'au jour où j'ai perdu mon poste. Une restructuration, un prétexte. Et soudain, j'étais de l'autre côté, sans logement, sans réseau, avec une fille à protéger. »« Et le projet ?» demanda-t-il doucement. « Il est né à ce moment-là » Camille acquiesça. « Oui, quand j'ai compris que personne ne viendrait nous sauver.
J'ai commencé à parler aux autres, à écouter leurs histoires. Et j'ai vu qu'on avait tous des savoirs, des compétences, mais aucune structure pour les utiliser. Alors j'ai esquissé une idée, des ateliers, des lieux où chacun pourrait transmettre quelque chose, cuisiner, réparer, apprendre, enseigner. Pas juste pour survivre, pour recréer du lien. Julien s'appuya contre le dossier de son siège. Ce n'est pas un modèle classique, c'est humain, mais difficile à faire accepter dans le monde de l'entreprise. Camille sourit tristement. « Je le sais, mais vous m'avez demandé de parler, alors je parle vrai. Ce n'est pas un business plan, c'est une proposition de société. » Julien se leva, fit quelques pas, puis se tourna vers elle. « Pourquoi avez-vous pensé à nous à Morotech? Il y a tant d'autres associations. Parce que votre entreprise a les moyens, pas juste financiers, technologiques, logistiques, de communication. Et aussi parce que je croyais naïvement qu'un jour une grande société écouterait autre chose que les chiffres. » Il resta silencieux un instant, puis reprit. « J'aimerais qu'on crée un prototype, un projet pilote, un lieu d'expérimentation basé sur vos idées. On y mettra des ressources, mais vous en aurez la direction. Vous accepteriez ?» Camille fronça légèrement les sourcils. « Vous me proposez un emploi? Je vous propose un rôle, celui de porter ce que vous avez imaginé. Avec nous, mais selon vos principes. » Elle regarda Élodie, dont les yeux brillaient, puis elle revint vers Julien. « Je ne vous demande pas de charité, je veux qu'on travaille ensemble, que chaque décision soit prise avec ceux qui ont vécu l'exclusion. » C'est exactement ce que j'attendais comme réponse. Un silence respectueux suivit. Puis Julien, visiblement ému, se pencha en avant. « Vous m'avez rappelé quelque chose d'essentiel. La vraie innovation, ce n'est pas toujours technologique. Parfois, c'est juste écouter ce qu'on refusait d'entendre. » Camille se leva lentement. « Alors commençons, parce que le monde n'attendra pas. Et les invisibles non plus. » Les jours qui suivirent furent marqués par une agitation discrète au sein de Morotech. Julien avait personnellement donné l'ordre à ses équipes de logistique, de RSE et de développement local de travailler sur un projet pilote inspiré par Camille. L'idée, créer un centre communautaire pilote dans un ancien bâtiment industriel désaffecté à Villeurbanne, tout près de Lyon. Ce lieu serait dirigé par Camille elle-même, avec un comité formé de personnes ayant vécu l'exclusion, accompagné par des professionnels issus de l'entreprise. Mais alors que les premières réunions de travail se succédaient, Julien sentit qu'il lui manquait une pièce du puzzle. Quelque chose dans cette histoire avec Camille le laissait troublé, comme un écho venu d'un autre temps. Il retourna dans les archives physiques de l'entreprise, cette fois non pas pour chercher un projet mais un nom. Camille, pas uniquement en tant que proposition sociale, mais en tant que personne. Il voulait comprendre d'où elle venait, ce qu'elle avait été avant d'être cette voix forte et digne qu'il avait entendue dans la salle de réunion. Il passa un après-midi entier à consulter des dossiers, des registres de personnel, des anciens fichiers RH remontant à l'époque de la gestion par son père. Et c'est là qu'il la trouva. Camille Dupont, embauchée en 1997 comme hôtesse d'accueil au siège historique de l'entreprise. Elle avait travaillé là pendant 6 ans, avant d'être licenciée en 2003. Motif, erreur grave dans le traitement d'un appel client majeur. Dossier clos, aucune contestation officielle. Mais Julien, animé par un doute croissant, fouilla plus loin. Grâce à un ancien responsable IT de confiance, il obtint l'accès aux anciens enregistrements internes. Et là, il trouva un rapport technique de maintenance datant de la même période. Un bug du système téléphonique avait redirigé l'appel critique vers une ligne inactive, créant l'illusion d'une faute humaine. La vérité avait été étouffée. Julien se laissa tomber dans son fauteuil. Son cœur battait plus vite. Camille avait été licenciée pour une erreur qu'elle n'avait pas commise, et cette faute technique avait été dissimulée. Non seulement elle avait été victime d'un système injuste, mais il portait aussi en partie la responsabilité de cette injustice. Son père dirigeait encore l'entreprise à l'époque, mais Julien comprenait maintenant que l'héritage n'était pas seulement financier. Il était moral aussi. Il retourna voir Camille le jour même. Elle était dans l'ancien hangar, accompagnée d'Élodie, supervisant les premiers travaux de nettoyage avec une énergie nouvelle. « Camille, j'ai trouvé quelque chose », dit-il sans préambule. Elle s'arrêta, se redressa, le regard interrogateur. « En 2003, vous avez été licencié. On vous a accusé d'une erreur téléphonique.
Elle ne répondit pas. Ses yeux se rétrécirent, méfiants. Ce n'était pas votre faute. Le système a redirigé l'appel. Il y a eu un bug technique, dissimulé. Vous avez été sacrifié pour préserver l'image du service client. Camille resta figée, puis elle ferma les yeux un instant. Je le savais, pas avec certitude, mais je le sentais, et personne n'a jamais voulu m'écouter. Jusqu'à aujourd'hui, répondit Julien. Elle rouvrit les yeux, pas de larmes, pas de colère, juste une tristesse calme. Ce n'est pas la première fois que la vérité arrive trop tard, mais au moins maintenant elle est dite. Je veux réparer ça, pas seulement en finançant ce projet, mais en rétablissant officiellement votre réputation. Votre dossier sera corrigé, et je veux que vous soyez reconnue comme ancienne collaboratrice et future partenaire. Camille acquiesça lentement. Alors faisons-le, non pas pour moi, pour les autres, pour ceux qui attendent encore qu'on les voie. Julien tendit la main. Elle la serra. Entre eux, il n'y avait plus de dette, juste un engagement profond, celui de ne pas laisser le passé se répéter. Dans les jours qui suivirent la révélation sur son licenciement, Camille devint une figure incontournable au sein du projet. Sa présence inspirait respect et discrétion. Ceux qui travaillaient à ses côtés, souvent eux-mêmes issus de parcours brisés, découvraient en elle une leader naturelle. Pas autoritaire mais lucide, pas distante mais ferme. Elle ne promettait pas de miracles, mais des pas concrets vers quelque chose de différent. Julien, quant à lui, ne pouvait ignorer le frisson étrange qui l'habitait depuis sa découverte dans les archives. Le nom de Camille lui était resté familier, pas seulement à cause de leur récente collaboration, mais comme un écho plus profond, une mémoire enfouie. Un soir, il rentra tard à son appartement, et au lieu de se plonger dans ses dossiers habituels, il ouvrit une boîte métallique où il gardait quelques souvenirs de son enfance. Des photos de son père, des articles de journaux anciens, des notes griffonnées de sa mère. En fouillant, il tomba sur une vieille photo prise dans les anciens locaux de Morotech, à l'époque où son père dirigeait encore tout d'une main de fer. Sur cette image jaunie, un groupe d'employés souriait lors d'une fête d'entreprise. Et là, sur le bord droit de la photo, une jeune femme brune, élégante malgré une tenue modeste, portait un badge « Camille D ». Elle se tenait non loin du petit Julien, alors âgé d'environ 10 ans. Son cœur manqua un battement. Il fouilla d'autres albums. Il retrouva une seconde photo prise lors d'un événement caritatif de l'entreprise, une table couverte de jouets. Julien y tenait un petit camion rouge dans ses mains, et derrière, lui, Camille, souriante, le regardait comme on regarde un enfant qu'on connaît bien. Les souvenirs revinrent, une voix douce, une main qui offrait un bonbon, un rire discret dans les couloirs. Camille n'avait pas été une inconnue. Elle avait été une présence familière dans son enfance, mais le poids des années et la distance sociale avaient effacé les détails. Elle n'était pas seulement une victime de son entreprise, elle faisait partie de sa propre histoire. Le lendemain, Julien retourna à Villeurbanne, dans le bâtiment en réhabilitation. Camille inspectait les travaux, Élodie l'aidait à trier des livres récupérés. Julien s'approcha avec précaution, presque intimidé. « Camille, dit-il doucement, j'ai quelque chose à vous montrer. » Il sortit la photo ancienne et la lui tendit. Elle la prit, la regarda longuement et un léger sourire naquit sur ses lèvres. « Cette journée, votre père avait organisé une distribution de jouets. J'étais chargé de l'accueil. Vous étiez fasciné par les voitures miniatures. Vous vous souvenez? Bien sûr. J'ai travaillé 6 ans là-bas. Vous étiez le fils du patron, mais vous n'étiez pas arrogant. Juste, curieux et très seul. » Julien hocha la tête, ému. « Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé ensuite, pour ce que mon entreprise, ce que ma famille n'a pas vu, n'a pas fait. » Camille reposa la photo. « Vous n'étiez qu'un enfant, et maintenant vous êtes ici, à essayer de changer quelque chose. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a manqué, c'est ce qu'on fait quand on comprend. » Ce jour-là, les connexions oubliées entre eux se ravivèrent. Pas par nostalgie, mais comme des ponts solides entre deux réalités longtemps séparées. Camille n'était plus simplement une femme à la rue avec une bonne idée. Elle redevenait une employée injustement sacrifiée, une mémoire vivante de l'entreprise, une voix qui refusait de se taire. Et Julien, en redécouvrant ces fragments du passé, comprit qu'il avait une responsabilité qui allait bien au-delà du projet social. Il s'agissait de réparer non seulement un système,
mais aussi une mémoire, un lien, une dette morale transmise de génération en génération. À partir de ce moment, ce ne fut plus seulement le projet de Camille. Ce fut leur projet. Avec une histoire commune, enfin retrouvée. Le projet avançait vite, trop vite, au goût de certains membres du conseil exécutif de Morotech, ce qui avait commencé comme une initiative ponctuelle de responsabilité sociétale de l'entreprise prenait soudain une ampleur inattendue. Des ressources humaines y étaient mobilisées à temps plein, des fonds importants redirigés, et Julien Moreau, PDG reconnu pour sa vision technologique, semblait avoir troqué les graphiques de croissance pour des plans d'ateliers communautaires. Lors d'un comité stratégique exceptionnel, Julien fut convoqué dans une salle aux murs vitrés, au sommet de la tour. 10 visages assis autour de la table, des actionnaires, des associés, des décideurs. Et face à eux, Julien, debout, calme mais résolu. « Julien, » commença un homme à la barbe soignée, « nous avons revu vos dernières affectations budgétaires. Le financement du centre pilote à Villeurbanne a doublé en 1 mois. Vous avez également proposé l'embauche de profils non conventionnels dans le programme. Vous comprenez que cela crée des tensions ? » « Je comprends, » répondit-il. « Mais je l'assume. Ce n'est pas le rôle d'une entreprise technologique d'expérimenter des modèles sociaux à cette échelle. Vous mettez en péril notre image auprès des investisseurs. Ce projet, aussi noble soit-il, n'a pas été validé selon nos protocoles internes. » Julien s'approcha lentement de la table. « Justement, parce que nos protocoles internes n'ont jamais été pensés pour voir des gens comme Camille, ou écouter des filles comme Élodie. Notre image est fondée sur l'innovation. Et l'innovation, ce n'est pas seulement la technologie, c'est aussi la capacité à rompre avec ce qui exclut, avec ce qui répète l'injustice. » Une femme à la voix tranchante intervint. « Julien, tu es en train de politiser l'entreprise. Ce que tu proposes, c'est de faire de Morotech un acteur social. Ce n'est pas ce pourquoi nos actionnaires ont investi. » Julien se redressa. « Alors je vous pose une question simple. Voulons-nous rester une entreprise admirée pour ses chiffres ou devenir une entreprise respectée pour son impact réel ?» Le silence tomba, lourd. Certains évitaient son regard. D'autres, curieusement, semblaient ébranlés. « Je ne vous demande pas de transformer tout notre modèle, mais d'accepter une exception, une expérimentation, et surtout d'assumer notre part de responsabilité. Camille a été licenciée injustement ici, il y a plus de 20 ans. Nous avons la chance aujourd'hui de réparer cette erreur et d'en tirer une leçon puissante. » Un autre associé, plus jeune, prit la parole. « Et si ça échoue? Si on se ridiculise devant la presse? Si on ouvre la porte à d'autres demandes impossibles à gérer? Alors nous échouerons en essayant de faire mieux, plutôt qu'en restant immobiles dans notre confort. » La réunion se conclut sans décision ferme. Julien savait qu'il avait semé une fracture, mais il avait aussi semé une graine. Il avait dit la vérité. Et dans les jours suivants, elle se propagea plus vite que prévu. Une rumeur circula, un PDG prêt à tout risquer pour une idée sociale. Une femme jadis oubliée qui reprenait la parole. Une enfant des rues devenue catalyseur de conscience. La presse commença à s'y intéresser. Les réseaux sociaux relayèrent des bribes d'histoire. Des anonymes écrivaient à Morotech pour soutenir le projet. Des anciens employés se rappelaient de Camille. Et au sein même de l'entreprise, des salariés commencèrent à proposer leurs compétences pour aider le centre pilote. Mais le conseil d'administration restait divisé. Julien reçut un ultimatum informel, calmer le jeu ou envisager sa position. Il se confia à Camille lors d'un soir pluvieux, alors qu'ils inspectaient ensemble le bâtiment en rénovation. « Ils veulent que je renonce ou que je m'éloigne. Je suis en train de mettre ma position en danger. » Camille le regarda, immobile. « Vous êtes prêt à perdre votre poste pour ça ? Je suis prêt à ne plus me regarder dans un miroir, si je fais semblant maintenant. » Elle hocha la tête. « Alors faites ce qu'il faut, pas pour moi, pour Élodie, pour tous ceux qu'on n'a jamais écoutés. » Julien savait alors que la rupture était inévitable, mais que parfois rompre un cycle demande plus que du courage. Cela demande un choix définitif, être la continuité ou devenir le point de bascule. Le ciel de Lyon, ce matin-là, semblait suspendu dans une attente étrange. Les nuages gris étouffèrent la lumière, comme si la ville entière retenait son souffle. À la part Dieu, les passants s'arrêtaient devant les écrans de vitrine et les téléviseurs des cafés. Sur toutes les chaînes d'actualité,
un bandeau défilait. Conférence de presse exceptionnelle de Julien Moreau, PDG de Moreau Tech. L'annonce avait été faite à l'aube. Aucun communiqué n'en expliquait la raison. Pas de lancement de produits, pas de crise technologique. Juste une invitation, envoyée à tous les médias nationaux à se rendre au centre communautaire en cours de construction à Villeurbanne. Ce lieu, encore en rénovation, devenait soudain le centre de toutes les attentions. Julien était arrivé, le premier vêtu simplement. Pas de costume, pas de protocole. Il avait aidé à disposer les chaises, à installer le pupitre. Élodie, debout à ses côtés, observait les allées et venues avec une lucidité rare. Camille, droite, contrôlait les derniers détails techniques comme une chef de projet aguerrie. Les premiers journalistes arrivèrent, perplexes. Caméra, micro, carnet. Ce lieu ne ressemblait à aucun des salons feutrés où les dirigeants s'expriment habituellement. Mais quelque chose dans l'atmosphère trahissait l'importance de ce moment. Lorsque Julien prit la parole, le silence fut total. Merci à tous d'être venus. Ce que j'ai à dire aujourd'hui ne concerne pas uniquement Moreau Tech. Cela concerne la manière dont nous, en tant que société, décidons de regarder ou d'ignorer ceux qui vivent dans nos marges. Il marqua une pause, regardant directement les caméras. Voici Camille Dupont, ancienne collaboratrice de notre entreprise, injustement licenciée il y a plus de 20 ans. Voici sa fille, Élodie, 9 ans, qui vit dans la rue et qui, un jour, a trouvé ma carte bancaire. Au lieu de l'utiliser, elle a demandé que j'écoute sa mère. Des murmures parcoururent l'assemblée. Julien continua. Ce que j'ai entendu a bouleversé ma vision du monde. Camille a conçu un projet que nous avons choisi de soutenir. Mais aujourd'hui, je veux aller plus loin. Je veux annoncer le lancement d'un programme national, inspiré de son modèle, visant à créer des centres d'ateliers communautaires dans plusieurs villes françaises. Les caméras crépitèrent. Les questions commencèrent à pleuvoir. Est-ce une opération de communication? Est-ce lié à votre éventuel départ de la présidence de Moreau Tech? Comment sera financé ce programme? Julien leva la main. Rien de tout cela n'est une stratégie d'image. C'est un acte de responsabilité. Et oui, je risque ma place. Mais si mon entreprise ne peut pas soutenir ce qui est juste, alors peut-être qu'elle n'est plus l'endroit où je dois être. Il fit signe à Camille, qui s'approcha du micro avec calme. Je ne suis pas une militante, je suis une survivante. J'ai vu trop de regards se détourner. Ce que nous lançons ici, ce n'est pas un projet de pauvres pour les pauvres. C'est un lieu où chacun a quelque chose à transmettre, à reconstruire, à offrir. Puis, à la surprise de tous, Julien tendit la main à Élodie. Ce programme ne porte pas mon nom. Il portera celui de celle qui a osé demander qu'on écoute. Le plan Élodie. Parce qu'un simple geste, une simple demande, peut tout changer. Les journalistes restèrent un instant figés, puis les questions s'effacèrent. Les appareils cessèrent de filmer. Ce n'était plus seulement une conférence, c'était un moment de bascule. Dans les heures qui suivirent, les images firent le tour du pays. Les réseaux sociaux explosèrent. Des messages de soutien affluèrent de toutes parts. Des citoyens, des personnalités, des anonymes. Certains pleuraient en regardant l'enregistrement. D'autres se disaient inspirés à lancer des projets similaires. Les dons commencèrent à arriver. Les promesses de collaboration se multiplièrent. Mais au sommet de la tour Moreau Tech, l'ambiance était différente. Certains membres du conseil d'administration qualifièrent l'annonce d'irresponsable. D'autres parlèrent de trahison des statuts de l'entreprise. Julien, cependant, n'avait plus peur. Ce qu'il avait à défendre était désormais bien plus grand que sa fonction. Et pendant que la ville s'arrêtait pour écouter, Élodie, assise à côté de sa mère, observait les étoiles naissantes dans le ciel du soir. Elle ne comprenait pas encore tout, mais elle savait une chose, sa voix avait été entendue, et cela suffisait pour changer un monde. Les semaines qui suivirent la conférence de presse bouleversèrent l'équilibre de Moreau Tech et bien au-delà l'image de la philanthropie en France. Ce qui avait commencé comme un acte de courage isolé s'était transformé en mouvement national. Le plan Élodie fut mentionné au Parlement, discuté dans les rédactions, analysé dans les écoles de commerce et surtout adopté dans les quartiers. Mais pour Julien, il ne s'agissait plus de superviser à distance ou de confier les responsabilités à des cellules de projet. Il voulait comprendre. Il voulait vivre ce qu'il avait ignoré pendant tant d'années. Il commença à visiter les centres communautaires émergents, parfois anonymement, parfois en se présentant simplement,
Je viens écouter. Camille, désormais officiellement coordonnatrice nationale du programme, n'occupait pas un poste honorifique. Elle dirigeait, négociait, formait. Elle était présente à chaque ouverture, s'assurant que chaque nouveau centre ne trahisse pas l'essence de ce qu'elle avait créé. Un lieu d'échange, pas d'assistance. Un espace d'horizontalité, pas de pitié. Élodie, elle, avait repris l'école. Une école publique à quelques rues du centre pilote, mais qui l'avait accueillie comme une petite célébrité. Les premiers jours furent étranges. Les autres enfants la regardaient avec curiosité. Certains avec admiration, d'autres avec distance. Mais elle n'y prêtait pas trop d'attention. Son monde intérieur était bien plus vaste que les cours de récréation. Elle écrivait beaucoup, des cahiers entiers, pleins de récits, de rêves, de réflexions. Camille avait découvert un jour une phrase griffonnée sur une page pliée. « Je n'ai jamais voulu de l'argent. Je voulais qu'on arrête de faire comme si on n'existait pas. » Julien lisait aussi ces mots, parfois, lorsque Camille les partageait. Ils résonnaient plus fort que n'importe quel discours. Il comprenait peu à peu que son engagement ne devait pas se limiter à l'initiative née de cette rencontre. Il devait déconstruire ce qu'il croyait être la générosité, car donner, il l'avait fait toute sa vie, à des fondations, à des événements, à des causes. Mais écouter, accueillir, intégrer, c'était nouveau, c'était dérangeant. Et c'était là que résidait la transformation. Un après-midi, dans un centre récemment ouvert à Marseille, Julien s'assit à une table de travail aux côtés d'un homme d'une 50aine d'années, ancien maçon, aujourd'hui sans abri, qui montrait à un groupe de jeunes comment mélanger le ciment pour des travaux de rénovation. Le regard de l'homme ne contenait ni gratitude, ni demande, juste une forme de dignité retrouvée. « On m'avait dit que j'étais fini », lui dit-il en essuyant la sueur de son front. « Mais ici, ils m'ont demandé ce que je savais faire, pas ce qu'il me manquait. » Julien hocha la tête. Il notait chaque phrase dans un petit carnet, non pour les médias, mais pour lui-même, une manière de se reconstruire. Camille avait instauré une règle dans tous les centres. Chaque visiteur, qu'il soit haut placé ou inconnu, devait participer à une activité. Pas d'observateur passif. Il fallait faire. Écouter. Partager. Ce fut un choc culturel pour beaucoup. Des élus municipaux, des partenaires privés, des journalistes. Certains restaient, d'autres fuyaient, mais ceux qui restaient comprenaient. Vite, ce n'était pas un projet de charité. C'était un changement de paradigme. Dans les réunions officielles, Camille refusait toujours les titres ronflants. Elle restait Camille et corrigeait toute tentative de l'appeler Madame, la directrice. Elle rappelait constamment que l'essence du projet venait de la rue et devait y rester connectée. Julien, de son côté, affrontait encore les réticences de certains actionnaires. Son poste était devenu précaire, mais il s'y accrochait, non par orgueil mais par devoir. Il savait qu'il n'avait plus qu'une mission, prouver que ce modèle hybride, entre entreprise et conscience, pouvait survivre. Une réunion décisive se profila. On devait voter sur la continuité du soutien officiel de Morotech au plan Élodie. Les chiffres étaient bons, l'impact social mesurable, mais la peur restait. Et si l'image se retournait contre eux? Et si l'exemple devenait exigence? Julien se leva ce jour-là devant le conseil et montra une photo. Élodie, en classe, entourée de camarades, riant. Puis une autre, Camille, entourée d'anciens sans-abri en réunion de coordination. Il ne prononça que quelques mots. « Nous n'avons pas changé le monde, mais nous avons cessé de le fuir. » Le vote passa, à une voix près. Et dans les jours suivants, alors que de nouveaux centres ouvraient à Nantes, Toulouse et Lille, Julien continua à marcher aux côtés de Camille, non comme chef, mais comme témoin. Ils avaient prouvé que la charité ne suffisait pas, qu'il fallait recréer les liens brisés, qu'il fallait faire ensemble, et que parfois, il fallait juste commencer par écouter. L'automne s'était installé doucement sur Lyon. Les feuilles dorées couvraient les trottoirs, et l'air portait cette odeur de fin de cycle mêlée à celle discrète des promesses nouvelles. Sur la place d'un quartier réhabilité, devant le premier centre communautaire du plan Élodie, un attroupement prenait forme, chaises alignées, micros installés, banderoles sobres suspendues entre deux arbres. Il ne s'agissait pas d'un événement tape à l'œil, mais d'un hommage, une reconnaissance publique. Camille, droite comme toujours, observait les derniers préparatifs. Julien, à ses côtés, s'entretenait avec des coordinateurs venus de toute la France.
Des enfants couraient entre les bancs, riant, insouciants. Parmi eux, Élodie, en robe bleue, ses cheveux attachés en tresse, riait comme si tout ce qu'elle avait vécu auparavant appartenait à un autre monde. Un responsable de la mairie monta sur la petite scène de bois, montée pour l'occasion. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous célébrons un geste. Nous célébrons un seul, mais qui a tout changé. Une petite fille, une rue, une carte, une voix. Et cette voix, nous avons décidé, enfin, de l'écouter. Les applaudissements furent sincères, pas tonitruants, mais chargés de chaleur. Nous allons inviter maintenant Élodie à prendre la parole, non pas pour son âge, mais pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle nous a appris. Camille serra doucement la main de sa fille. Élodie inspira, grimpa sur la scène avec l'aisance d'une enfant qui ne craint plus les regards. Elle prit le micro, jeta un regard vers Julien, puis vers sa mère. Enfin, elle se tourna vers la foule. « Je ne suis pas venu ici pour dire que j'ai fait quelque chose de grand, parce que je ne savais pas que c'était grand. J'ai juste trouvé une carte et je me suis dit, et si quelqu'un important écoutait ma mère ?» Elle marqua une pause. Le silence autour d'elle était total, pas un souffle. Ce jour-là, je n'ai pas voulu d'argent, ni de vêtements, ni d'une maison. J'ai juste voulu que quelqu'un écoute, parce que quand on écoute, les choses commencent à changer. Les yeux de Julien brillaient, pas de larmes, mais de cette clarté rare que seuls les moments essentiels font naître. On parle souvent des gens importants, mais ce qui rend quelqu'un important, ce n'est pas l'argent, ni les costumes, ni les voitures. C'est ce qu'ils font quand une voix petite leur demande quelque chose. Elle se tourna vers Julien. « Merci de m'avoir écouté. » Puis, levant la tête vers la foule, « Et merci à tous ceux qui ont décidé d'écouter aussi. » Elle descendit aussitôt entourée de rires, d'applaudissements, d'étreintes. Julien s'approcha et s'agenouilla devant elle. « Tu sais que tu as changé ma vie, Élodie ?» Elle haussa les épaules, comme si cela n'avait rien d'extraordinaire. « J'ai juste fait ce que ma mère m'a appris. » Plus tard, alors que la foule se dispersait, Camille et Julien restèrent un moment seuls, assis sur un banc. Ils observaient le va-et-vient tranquille autour du centre. « Tu sais, dit-elle, je ne pensais pas voir ce jour. Je ne pensais pas que ma fille grandirait dans un monde où on la regarderait avec respect. » « Et moi, répondit-il, je ne pensais pas qu'un simple « écoute ma mère » suffirait à tout renverser. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Camille murmura. « C'est pour ça que ça a marché, parce que ce n'était pas une demande grandiose, c'était la plus humaine de toutes. Juste, écoute. » Julien hocha la tête, car maintenant on ne pourra plus faire semblant de ne pas entendre. Le vent frais emporta quelques feuilles autour d'eux. Au loin, Élodie courait avec d'autres enfants, libre, joyeuse, non plus invisible, mais vue, écoutée, honorée. Et dans cette petite place de quartier, un monde avait changé, non par des lois, ni par des millions, mais par une fille, un geste et une vraie demande.